Bonjour Laurent Topin, heureux de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes donc directeur de projet chez ECOV que vous venez de rejoindre après 20 ans de carrière chez Renault. On va évidemment parler véhicules autonomes, ce projet pour lequel vous avez rejoint ECOV, mais peut-être faut présenter l'entreprise en quelques mots. En quelques mots, ECOV, c'est une jeune pousse créée en 2014 qui développe et met à disposition des collectivités des lignes de covoiturage. C'est-à-dire une façon différente d'approcher le covoiturage. Au lieu de juste mettre en relation un conducteur et un passager avec un logiciel informatique, on crée des flux de sièges libres autour d'arrêts dans des territoires. Un peu comme des arrêts de bus, quoi. Des arrêts de bus, absolument. Ouais. Et une fois qu'on a la certitude qu'il y a un flux de sièges libres suffisant, finalement, un passager, il peut monter dans ce flux de sièges libres sans avoir à planifier à l'avance. Et ça fait toute la différence. Ça permet au covoiturage de devenir une réalité au quotidien dans les déplacements domicile-travail. Et dans des zones de population moins dense, zones rurales ou périurbaines. Périurbaines, Voilà. Et donc, ça complète l'approche traditionnelle du covoiturage qui marche mieux sur la longue distance. Ouais. Quelques chiffres, 36 lignes de covoiturage, plus de 15 000 inscrits sur les différents services, 80% des trajets effectués par d'anciens autosolistes, 1 500 € économisés en moyenne par un usager régulier sur un an. Et puis ça, c'est important aussi, 5 minutes d'attente en arrêt aux heures de pointe. Donc ça, c'est vraiment la démonstration du fonctionnement. Les clients d'ECOV sont les collectivités locales ? Oui, alors ECOV intervient, les clients d'ECOV sont avant tout des collectivités, et ensuite ECOV a des usagers, mais c'est beaucoup plus le modèle d'affaires d'un groupe de transport comme la RATP ou Keolis. Ensuite, ECOV intervient soit en marque propre, soit en marque blanche, soit même en prestataire d'entreprises de mobilité. Est-ce que vous diriez, on va rentrer vraiment dans le détail de ce que vous allez faire chez ECOV, mais que vous poursuivez la mission qui était la vôtre chez Renault, c'est-à-dire développer la voiture autonome? Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ECOV. Avant, ma mission dans la vie, c'était de faire advenir cet objet merveilleux qu'est le véhicule autonome, mais très vite, je me suis rendu compte que finalement, il répondait à peu ou pas de véritables questions du moment. S'il y a une question qui est importante et urgente, c'est bien celle du changement climatique. Il faut qu'on décarbone les transports, en tout cas c'est ce que la France a décidé de faire. Si on veut le faire d'ici 30 ans, il faut réduire de 8% par an le CO2. Et le véhicule autonome, il arrivera trop tard pour ça. En gros, ça va prendre encore du temps. Une autre grande question, à mon sens, c'est qu'on manque de place dans les villes, on manque d'espace public pour faire des nouvelles voies de communication. C'est pour ça qu'on creuse sous terre pour faire des trains. Et finalement, le véhicule autonome, il ne répond pas vraiment à cette question-là. Parce que c'est quoi la différence entre un bouchon de véhicule normal et un bouchon de véhicule autonome? Donc il faut le remplir, ce véhicule autonome. L'idée, c'est de le transformer en transport collectif. Exactement. Donc il y a un consortium de professionnels de la mobilité qui s'est créé, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'inventer, parce que c'est pas seulement le véhicule lui-même, c'est l'infrastructure qui va l'accueillir, c'est ça? Absolument. Donc l'idée d'abord, c'est de repartir du problème et pas de la solution, censée être le véhicule. Et c'est de faire en sorte que le véhicule autonome, ou en tout cas des technologies d'automatisation, elles réduisent plus vite le gaspillage énorme de sièges libres qu'on a, et puis des mètres carrés d'espace public, et en plus, on puisse le faire avec des véhicules qui restent en gros pas trop chers, que tout le monde puisse s'acheter. Et c'est cette question qu'on s'est posée avec plusieurs entreprises, certaines du service, certaines de l'infrastructure, d'autres de l'automobile. Et ce faisant, on est arrivé à des solutions un peu différentes. Alors c'est quoi? Il y en a une dont on a parlé, c'est-à-dire que la voiture se transforme en minibus en quelque sorte. Alors la voiture, en fait, nous on pense qu'elle continuera à exister encore, et parce que, en gros, dans les territoires périurbains, semi-ruraux, il n'y a pas d'autre alternative. C'est vraiment l'objet le meilleur. Et en plus, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui peut poser problème. Nous, on est parti de deux constats
qui nous ont fait arriver à une solution un peu différente. La première, c'est que le véhicule autonome, il va probablement arriver, il arrive déjà par domaine d'usage de complexité croissante. En fait, ça fait très longtemps qu'il existe le véhicule autonome. Le premier véhicule autonome, c'est probablement l'ascenseur, 19e siècle. Alors évidemment, c'est à peine un véhicule autonome, mais au départ, il y avait des conducteurs de véhicules autonomes, puis on les a enlevés. Alors, pourquoi on a pu le faire là-dessus? C'est parce que le domaine d'usage, il est simplissime. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un domaine d'usage compliqué? C'est un domaine d'usage où il y a beaucoup de piétons vulnérables autour. C'est pour ça qu'on sait faire des véhicules autonomes sur Mars, parce que la probabilité de renverser un Martien est faible. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer un espace dédié pour les véhicules autonomes, c'est Exactement. Ça? Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont plus simples que le cas général et dans lequel ils pourraient rendre des services. Et la deuxième constat, c'est que oui, là où ils pourraient vraiment rendre des services, c'est notamment sur les voies périurbaines, congestionnées tous les matins, tous les soirs autour des grandes villes, ou dans les territoires semi-ruraux, où là, finalement, si on équipait les voies de petits équipements qui permettent de guider les véhicules au lieu de multiplier dans les véhicules tous les équipements nécessaires, les capteurs, les calculateurs, qui vont faire en plus des véhicules chers, fragiles. Voilà. Et là, on pourrait faire finalement des trains routiers. Ah oui, donc vous inversez la logique, c'est-à-dire plutôt que ce soit le véhicule qui soit un truffé de technologie, c'est la route qui va les guider. Exactement. Mais est-ce qu'on a la place? Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je prends le périphérique parisien, ça a déjà été évoqué, on peut prendre une des voies de circulation et la réserver. Mais quand c'est une nationale avec 2 voies, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la chance qu'on a, c'est que la route aujourd'hui, quand elle est congestionnée, on a l'impression qu'elle est pleine et en fait elle est vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, une voiture prend énormément d'espace, elle a besoin d'interdistances importants. Et puis en plus, chaque voiture aujourd'hui emmène une personne. Donc c'est un gaspillage d'espace colossal. Avec cette technologie qu'on appelle le véhicule hétéronome, c'est un véhicule qui fonctionne avec son environnement, mais finalement on a une utilisation de l'espace tellement plus efficace que finalement, non seulement on a la place, mais on en libère. Et on pourrait récupérer de l'espace public aujourd'hui gaspillé pour des mobilités routières inefficaces à ça. D'accord, donc c'est vraiment réservé à une voie de circulation. Je rappelle le principe, c'est vraiment intéressant. Après, il y a la question des freins. C'est le cas de le dire quand on parle de mobilité. Jusqu'à présent, le frein principal, il n'est pas technologique, si j'ai bien compris. Il est plus psychologique ou réglementaire, les assurances, etc., etc. Le frein psychologique, comment vous le levez, d'après vous? Alors, le frein psychologique, c'est le plus compliqué. Parce que, comme vous le dites très bien, la technologie, elle est ambitieuse, mais on a ce qu'il faut. Ce sur quoi on peut buter aujourd'hui, c'est la psychologie, on appelle ça, nous, les modèles mentaux, c'est-à-dire la représentation que les différents acteurs se font de la problématique. Et là, on se rend compte qu'on est très vite dans des silos, dans des jeux d'industrie qui se sont vraiment organisés pour avoir le moins d'interactions possible avec les voisins. Par exemple, l'industrie de l'infrastructure routière, l'industrie de l'automobile, que je connais très bien. En gros, ils ont une surface d'interface extrêmement faible, mais c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai aussi dans la tech. On voit également l'équivalent dans la puissance publique. Donc, c'est finalement cette idée. Le plus dur, c'est d'arriver à traverser les cloisons, à tisser des passerelles entre des mondes qui aujourd'hui se parlent peu. Et alors là, je vous écoute, c'est passionnant depuis une dizaine de minutes. Ça peut sembler utopique, sauf que là, c'est une entreprise, c'est un consortium, donc on n'est pas dans on est dans un projet économique, quoi. Absolument, c'est une idée sur laquelle nous travaillons depuis 3 ans maintenant, sur lequel nous avons un modèle économique, nous savons qu'il gagne de l'argent, nous savons qu'il est progressif. On peut commencer bien avant le véhicule autonome à structurer l'infrastructure routière
avec des véhicules qui communiquent mieux, qui coopèrent mieux, pour avoir les bénéfices du véhicule autonome avant qu'il arrive, en tout cas avant qu'il fonctionne partout. Et que ça, c'est très pragmatique, ça pourrait arriver dans les 3 ans qui viennent. Dernière question, réponse rapide. Il y a déjà des collectivités locales qui sont derrière vous, parce que ça suppose de changer les infrastructures, donc ça commence. Tout à fait. Le projet, évidemment, nécessite de collaborer, de coopérer avec des collectivités locales. Nous sommes en contact avec certaines, en région parisienne, dans l'Est, et aujourd'hui, les signaux sont très encourageants. On a beaucoup de... Super, c'était passionnant, et je vous invite déjà, on fera un débat avec un représentant de collectivité locale pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre. Merci beaucoup Laurent Topin, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite, on parle d'épargne responsable.